Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de débat pour la nation. Débattre de questions importantes qui gangrènent la République démocratique du Congo. Tel est le leitmotiv de cette émission. Et nous disons toujours que de ces débats contradictoires pourront naître de mesures gouvernementales intelligentes. Réveillez-vous. Réveillez-vous, jeunes. Réveillez-vous, chers amis. Battez-vous. Ne désespérez pas. On n'en dira jamais assez. Soyez forts, que les échecs vous enseignent, mais que ça ne puisse pas vous décourager. Ceux qui ont réussi sont des gens qui ont plusieurs fois échoué, mais ont continué d'avancer. À moindre pas, moindre problème, tu abandonnes parce que tu es un lâche. Et un lâche ne gagne jamais, puisqu'un gagnant ne lâche jamais. Et retiens ça toute ta vie. Les questions d'actualité, situation sécuritaire précaire dans la partie Est, dans la partie Centre eux-mêmes. Au niveau de Kwamut, ça continue de brûler. Et Adolphe Mosito de l'autre côté, est-ce que ça va donner des résultats escomptés? On n'en sait pas. On en saura davantage. Situation judiciaire. Qu'est-ce que ça se passe? On va un peu essayer de zoomer là-bas aussi pour décortiquer de fond en comble, fidèles téléspectateurs. Plus de 3 mois maintenant, Bunagana est toujours entre les mains ennemies. Notre pays n'a jamais été aussi occupé pendant une durée assez large. Est-ce que Félix Tshisekedi n'avait-il pas raison de dire qu'opposition, il y a pété, boyé? Tout ça l'a monté parce que si le Sphinx Tshisekedi était vivant, le Congo occupé, on allait déjà être secoué, mais malheureusement, ça ne bouge pas assez. Nous dormons, nous nous levons, nous mangeons, nous buvons, nous dansons même, nous jouissons d'ailleurs. Pendant qu'il est des amis, des frères, des sœurs, des mères, qui maintenant ne savent comment dormir 3 mois durant. Comment font-ils? Et comment pouvons-nous dormir tranquilles pendant que les nôtres sont dans des situations exécrables? Il y va de notre pays, de l'avenir de notre nation. Les ancêtres nous ont laissé ce pays. Les pères de l'indépendance nous ont laissé ce pays. Comment pouvons-nous laisser ce pays dans cet état? Que faisons-nous? C'est des questions que nous devons nous poser, fidèles téléspectateurs. Situation sociale, situation socio-économique, dossier 21 000 $, dossier carburant, fluctuation de la monnaie. On en parlera dans cette émission. Vital Kamere dans l'Est, Kolibé avec Bahati. Pourquoi pas placer un mot. 2 invités qui vont réfléchir avec nous sur ce plateau. 2 gabarits qui vont étoffer leur argumentation, si pas expurger la bile de leur foi sur ce plateau avec moi. Premier invité, vous savez que j'ai l'habitude de le recevoir avec allégresse et joie au regard de ses interventions pertinentes. Président Bolodja, bonjour, bienvenue. En tout cas, merci beaucoup. Bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Comment vous allez, Président? Oui, ça va, Dieu fait grâce, ça va. Ça se passe bien? Oui, ça va, en tout cas. Petite question, petit bémol. Ça se passe bien le Congo, le pays, la situation, ça va mieux? Mais nullement, parce que votre question relance plusieurs autres questions. Qui est à la tête du pays pour que le pays aille bien? C'est ça le plus grand problème. M. Félix Tshisekedi est problème, et donc il ne peut pas solutionner le problème congolais. Naturellement, le pays va très mal, fort malheureusement. Ça dit, quand j'ai dit aux Congolais que je vous recevais, on m'a dit, tout n'est pas besoin en Bolodja. Quelle est la seule chose positive que lui constate sous les régimes Félix Tshisekedi? Une seule chose positive avant qu'on démarre cette émission. Il s'est acheté des montres. Il n'y a que ça. Il n'a posé aucun acte. Président. Dans le respect de la Constitution et en faveur de la population. Aucun. Je peux défier quiconque. Vous savez qu'il venait de Kasaï. Vous avez vu ce qui se passe là-bas au Kasaï? Oui, il a lancé... Les routes? Non, mais effectivement, il a lancé des travaux en violation de la Constitution et des lois de la République. Comment? Ce n'est pas à lui de faire ça. Il faut que cela soit ressorti. Quand ça ne marche pas, c'est Tshisekedi. Quand ça marche, quand il va lancer quelque chose, vous dites qu'il ne pouvait pas lancer quelque chose. Non, mais attendez. Le pouvoir est fractionné dans l'État. Le président de la République n'a pas la plénitude du pouvoir. Il a un pouvoir limité dans le temps et dans l'espace. Okay. Et nous sommes dans un cadre de la décentralisation. Qui dit décentralisation dit fractionnement de compétences. Okay. Qui a la charge de lancer le projet de développement? Ce n'est pas l'institution président de la République, mais c'est plutôt le gouvernement. Est-ce que dans le gouvernement, dans ces fameux programmes de 15 piliers, était-il prévu
que l'on construisa de routes au niveau du Kasaï et dans ce contextes précis. Non, il y a eu improvisation. Voilà pourquoi vous trouvez M. Félix Tshisekedi considère que les actions qu'il mène, c'est en tant que président de la République. Et pourtant, ça devait relever des politiques publiques de l'État, telles que le veut la Constitution dans son article 91. Il fallait que l'on voie dans le budget national que cela apparaisse. Il fallait lancer l'appel d'offres. Tous ces éléments-là, mis ensemble, démontrent que nous sommes dans une gouvernance anarchique. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne peut pas faire de choses, il ne peut pas bien faire de choses, surtout que lui-même déjà pose problème. Lui-même, Félix Tshisekedi pose problème. Bien évidemment. Notre chef de l'État. Oui, c'est votre chef de l'État. Notre chef de l'État. Effectivement, j'ai dit c'est votre chef de l'État. Fachi Il n'est pas mon chef. Il est notre Il n'est pas mon chef de l'État. Vous êtes congolais ou pas? Non, mais on peut être congolais, n'est pas reconnaître. Le président de la RDC, c'est Il est président des faits. Il n'est pas chef de l'État. Fachi Béton. Pour être chef de l'État, il faut être porteur de valeurs cardinales. Je n'en trouve pas. Deuxième invité sur ce plateau, on l'appelle Donald Kabasele. Bonjour, bienvenue Donald Kabasele. Merci, Monsieur Peter. Je profite de votre micro pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en millions. Oui. Je salue aussi mon copanéliste, même si pour lui, la République, ce n'est pas une notion qu'il doit intérioriser. Mais au moins, je m'excuse également pour le retard parce que on ne va pas étaler les raisons pour lesquelles nous sommes venus. Un roulage vous a dérangé. Alors, bon, c'était juste. Il faut me donner le téléphone, je vais donner l'image du roulage. Parce que comme le roulage a dérangé Kabasele, on va quand même mettre l'image d'un roulage qui a fait des choses ici. Je vais envoyer Emma. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais même vous, on vous dérange? Non, mais écoutez, on vous dérange aussi? Non, c'est juste une petite incompréhension qui s'est résolue tout de suite. Il veut vous empêcher d'être au service de la nation? Non, c'est que lui, il a cru qu'il avait donné une consigne que moi, je n'ai pas respectée. En tant que citoyen, je devrais lui expliquer que ce n'était pas le cas. Et ça n'a pas quand même pris beaucoup de temps. Je me suis dégagé pour venir répondre à votre invitation. J'ai posé la question tout à l'heure à Donald Kabasele, comment se porter le pays. Donald Kabasele a dit que le pays va mal. Alain Bolodjo a dit que le pays va mal. C'est de la mauvaise foi. Et même Félix Tshisekedi lui-même, d'abord, c'est un problème. Non, je dis que c'est de la mauvaise foi. De la mauvaise foi de la part de Bolodjo. Je n'ai pas besoin de rappeler que, encore à côté de Kabila, Bolodjo sait qu'ils n'ont jamais fait de performances qui se font aujourd'hui. Le pays allait mal, ça c'est vrai. Aujourd'hui, le pays est en train d'aller bien, si pas dire, est en train de mieux se porter. Si pas dire mieux se porter, le pays évolue. Ça veut dire, l'évolution d'un pays s'observe par plusieurs indicateurs. Okay. Son PIB, son budget national, et aussi les conditions de vie de ces populations. Okay. Mais il ne faut pas peut-être prendre un aspect, peut-être que tous les efforts qui ont été consentis ne se sont pas encore très bien révélés dans les quotidiens des Congolais. Okay. On ne peut pas conclure que rien n'a été fait. Quand on trouve un pays qui a un budget de 2 milliards, 3 milliards de dollars, et que dans 3 ans, on ramène ce budget à 14 milliards, on peut être de mauvaise foi comme Bolodjo, mais à un moment donné, la conscience va nous obliger d'applaudir. Quand on trouve un pays géré pendant plusieurs années avec une réserve d'échange de 800 millions, on arrive dans 3 ans, on ramène de 800 millions à 4 milliards 200 millions, eh bien, c'est des performances. C'est vrai que tout de suite, les Congolais ont certainement besoin de se poser des questions par rapport à leurs conditions de chaque jour. Ils veulent voir qu'ils vont manger 3 fois par jour. Ils veulent avoir de l'eau potable. Ils ont besoin de l'électricité et tout. Mais nous avons trouvé ce pays chantier. Tout était chantier. Ça veut dire nous avons des efforts à consentir dans chaque domaine. Et le fait déjà de le faire, moi je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait que toute personne raisonnable, à la limite, placée dans les mêmes circonstances, de lieu et de temps, devrait ne fût-ce que reconnaître qu'il y a des efforts. Aujourd'hui, on parle de la mobilisation des recettes. Oui, on peut critiquer Tshisekedi, on est opposant pour ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on va refuser d'admettre que dans ce pays, c'était presque impossible, sur le plan interne, de mobiliser 1 milliard de dollars? Mais aujourd'hui, on en mobilise 6 milliards. Est-ce que
Ce sont des efforts, ce ne sont pas des efforts. D'accord. On peut se poser des questions sur la redistribution de cet argent. Mais posez-vous des questions. Comment l'école est devenue gratuite? Pourquoi on a remis 4 millions d'enfants sur le chemin de l'école? Pourquoi un enseignant qui touchait 160 000 francs, aujourd'hui touche 411 000 francs? Est-ce qu'il n'y a pas évolution? C'est vrai que ça ne représente rien. Nous sommes Congolais, nous vivons ici dans ce pays. On sait que même si tu as 1 million de francs congolais, pour vivre, ça peut te paraître très difficile. Mais il faut voir les contextes. Nous vivons dans un contexte post-Covid. On ne va pas parler de la guerre russo-ukrainienne, mais on fait ces performances. Il fallait que Bolodjoa, s'il était sérieux, il devrait admettre que les efforts sont quand même... D'accord. Allez, fidèles téléspectateurs, l'information nous est donnée par les proches d'un frère que j'ai l'habitude de recevoir ici sur ce plateau. Il s'appelle Jimmy Kitenge, il est en prison. Vous savez que nos invités sont non seulement nos invités, mais c'est aussi des frères qui, lorsqu'ils sont dans un petit pépin, il est de notre devoir de pouvoir leur apporter assistance. Qu'ils soient du PPRD, qu'ils soient de l'UDPS, qu'ils soient de la Moukaï Consort. Jimmy Kitenge est malade, selon des informations en notre possession. Il a des sévices corporels et puis, selon les informations qu'on nous donne de son entourage, de son médecin, il aurait été des matraques sur la tête et qu'il a des problèmes. Alors, on avait fait les examens au niveau de la prison pour attester la maladie et son état. On a effectivement se rendu compte que sa situation va de mal en pis. On a écrit et on devait logiquement l'évacuer pour un centre de santé approprié. Le parquet s'était interposé et le parquet a demandé à ses propres médecins de faire, je ne sais pas, les juristes ont le nom qu'ils appellent contre-expertise ou contre quoi, je ne sais pas. On a utilisé les médecins des Mama Yemo qui sont allés à Makala. Ils ont analysé la situation de Jimmy Kitenge. Ils se sont rendus compte que la situation s'est empirée. C'était pire que même ce que le médecin de Makala avait fait. Et que des fois il perd la mémoire, des fois le corps et la peau est en train de faner, on ne sait pas ce qui se passe. Il est très important pour moi, en tant que journaliste, quand même de passer cette information en contact avec sa femme et avec le médecin. Voilà, donc ces avocats ont demandé la liberté provisoire pour qu'il se fasse soigner et jusque-là, il n'y a pas de suite. Telle est l'information que je devais vous donner par rapport à Jimmy Kitenge. Maintenant, les positions politiciennes des uns et des autres, à vous de gérer. Jimmy Kitenge, qui est à la prison centrale de Makala. Je salue tous les beaux locotiers qui nous suivent en direct de la prison centrale de Makala. Premier dossier dans cette émission, plus de 3 mois après, situation sécuritaire, Bunagana, toujours entre les mains des envahisseurs, des Rwandais qui viennent chez nous pour foutre le boucan. Qu'est-ce qu'on fait? Pendant ce temps, du côté de Kwamouth aussi, on s'entretue entre Yaka et Teke. La situation va mal. À Kinshasa, le phénomène Kuluna revient. On réfléchit sur ce plateau. Avec 2 grands invités, on fait quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Que devons-nous faire? La question est simple. Bolodjoa. Bon, la question apparaît simple, mais elle reste quand même complexe. Parce que là, ça met en évidence tout ce que nous avons comme problématique. Et je voudrais voir les incantations que fera notre ami pour nous démontrer qu'effectivement le pays allait bien, alors que Kwamouth est secoué par des tueries. Alors que Bunagana est entre les mains des assaillants, des étrangers rwandais, frères à M. Félix Tshisekedi, qui nous explique d'abord, d'après lui, M. Félix Tshisekedi, n'est-ce pas qu'il a hérité de 2 345 409 km² qui gère Bunagana aujourd'hui. Parce qu'avant qu'il n'arrive au pouvoir, il y avait effectivement un problème d'insécurité. Nous avons tous vu comment le ZADF continue à tuer et ça continue jusqu'aujourd'hui. Codeco continue à tuer et ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais M. Félix Tshisekedi n'a pas hérité les M23. Bunagana n'était pas entre les mains des assaillants, des étrangers. Aujourd'hui, nous voyons qu'effectivement, il y a une partie du Congo qui est entre les mains des ennemis. Que fait-il pour résoudre le problème? Il est plutôt dans la jouissance, il est plutôt dans des fêtes, il est plutôt dans des événements de show politique en dehors de nos frontières. Nous ne sentons pas l'efficacité de notre armée, justement parce que le commandant en chef est défaillant. Ce qui veut dire que M. Félix Tshisekedi aujourd'hui est problème.
C'est vrai, on peut tenter de faire des incantations, mais ce n'est pas ça, ce ne sont pas là les vrais indicateurs. Et d'ailleurs, lorsque vous balancez des chiffres à la télévision, il faut que l'on sente qu'effectivement, il y a des améliorations. L'armée fait partie de l'administration publique. L'armée doit avoir une dotation, doit avoir une ligne de crédit. Et lorsque vous êtes en situation de guerre, on doit sentir qu'effectivement, il y a une forte mobilisation de l'armée en termes d'équipement, en termes de motivation. On doit nous dire qu'est-ce qui se passe à Bunagana. Qui gère Bunagana? C'est là, ce sont là des vraies questions. Ce n'est pas de venir ascenser M. Félix Tshisekedi sur base de rien. Moi, j'ai suivi quelqu'un qui a appelé à partir de Kwamutu, dire que les militaires qui ont été tués, le policier, avaient des armes certes, mais n'avaient pas de munitions. Comment peut-on expliquer cela? Vous envoyez des militaires sans munitions, alors que les militaires n'ont pour instrument de travail l'arme. Ils n'ont pas la capacité de faire face aux assaillants, aux gens qui ont violé la loi pour établir l'ordre. Et vous venez à la télé pour ascenser M. Félix Tshisekedi, disant qu'il aurait il aurait fait mieux. Non, il a fait mieux pour vous, pas pour la population. On a vu une petite délégation aller à Kwamutu. Bon, je ne sais pas s'ils sont arrivés à Kwamutu parce que dans la plupart des cas, ils nous donnent de fausses informations, justement parce qu'ils n'ont pas la capacité de s'assumer. On a vu le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et la gouverneure de Maïndombe s'est déplacée jusque-là. Mais après, il y a eu de tueries. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution avec M. Félix Tshisekedi, justement parce qu'il n'est pas préoccupé. Il n'est pas préoccupé à recouvrer la paix, la stabilité. Mais quelles sont les raisons profondes qui peuvent amener deux tribus qui ont cohabité depuis longtemps, qui ont coexisté depuis longtemps et cohabité, à s'entretuer aujourd'hui? Il n'y a pas de tirage officiel, il n'y a pas du politique dedans. Non, mais s'il y a politique, les ennemis de la République. Non, mais les ennemis de la politique sont à la tête du pays, sont dans les institutions. Parce que tout celui qui mène des actions, qui pose des actes en violation des intérêts de la population est ennemi de la République. Lorsque vous détournez l'argent de l'armée, vous êtes ennemi de la République. Moi, j'ai suivi les députés dire qu'on aurait décaissé 74 millions de dollars pour soutenir les opérations dans la partie Est. Il y a plus de 45 millions de dollars qui ont été détournés. Qui a déjà vu un procès où on est en train de juger quelqu'un pour avoir détourné le fonds? Lorsqu'on envoie les militaires sans munitions, c'est ça être ennemi de la République. Donc moi je pense que tout le problème, toute la problématique sécuritaire ne peuvent être résolus que le jour où on aura un commandant en chef aguerri. Pas avoir des gens qui prétendent être chef de l'État ou président de la République, mais qui ne sont pas en même de résoudre le problème. Aujourd'hui, tous les Congolais le savent, le disent d'ailleurs. M. Félix Tshisekedi a un cœur dans un état végétatif. Il devient insensible par rapport à la problématique sécuritaire. Lorsqu'on tue dans la partie Est, on le voit à Burundi en train de festoyer. Lorsqu'il y a des situations de Kwamutu, on le voit en dehors, aller en train de festoyer. Il est toujours dans le mariage, on l'a vu, alors que la population est en train de... On l'a vu à gauche, à droite, Angola, Kenya, tous pour chercher la paix. Donc, non, il n'est pas allé pour chercher la paix. Il est allé justement pour se constituer de partenaires ou de partenaires justement pour lui permettre de garder un certain ancrage au niveau de la société parce qu'il a l'intention de tricher. C'est tout ce que nous voyons de M. Félix Tshisekedi. Son pouvoir sert à quoi? Si déjà lui-même ne sait pas comprendre et faire la hiérarchisation de besoins, les priorités de la population, c'est déjà un problème. Donc moi je considère, et je suis de ceux qui pensent, nous devons tout faire pour conjuguer M. Félix Tshisekedi au passé. Si nous les laissons, nous risquons de mettre le pays à feu et à sang parce qu'il y a beaucoup de maladresse dans sa gouvernance. Et je crois qu'on doit arrêter ça. Donald Kabasele, situation sécuritaire, Kwamutu, Bunagana, pour Bolodjoa, il faut conjuguer Félix Tshisekedi au passé. J'aurais bien voulu être en face de quelqu'un objectif. Quelqu'un qui fait une analyse froide de la situation, qui montre les tenants, les aboutissants et qui arrive à des conclusions. Malheureusement, j'ai en face de moi quelqu'un qui, visiblement, déteste Tshisekedi. Donc, son problème, il est au-delà de l'objectivité. C'est de la haine. Je vais dire que c'est pire que la haine. Pire que la haine. Regardez comment il voit Félix Tshisekedi partout. Il ne le reconnaît pas comme président de la République. Mais il regrette sa gestion. Mais qu'est-ce que c'est contradictoire ce que vous faites?
S'il n'est pas président de la République, pourquoi vous posez des critiques sur lui? Restez logique avec vous-même. Il n'est pas président de la République. Si vous avez un président de nuit ou un président fantôme dans votre tête, allez poser des questions à votre président. Si déjà vous dites qu'il n'est pas président pour vous, pourquoi vous lui adressez des critiques? Restez objectif. Donc regarde un peu une guerre, un conflit entre communautés. On vous parle de Yaka et de Teke. Regardez la réduction qu'il en fait. C'est Félix Tshisekedi. Donc c'est Tshisekedi qui est allé dire au Yaka, attaquer les Teke, ou que les autres disent, moi je suis une population autochtone et que les autres ne doivent pas venir habiter ici. Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Le conflit, il est profond. Et si on doit analyser ce conflit, il fallait effectivement qu'on soit face à des gens objectifs qui fassent une analyse froide. Il n'y a pas un seul Congolais qui soutiendra le conflit. Surtout pas Tshisekedi. Il connaît très mal Tshisekedi. Tshisekedi a même promis sa propre vie pour la paix de ce pays. Vous savez, prendre un avion, Peter, pour vous qui prenez des avions, nous autres ici, on prend des avions, c'est risqué prendre un avion. Faire 8 heures de vol, c'est risqué. Mais quand un président de la République l'est fait pour les intérêts de sa nation, il ne faut pas venir cracher sur ça, s'il te plaît. Il ne peut pas. Vous pensez que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui voyage aujourd'hui? Pas du tout. Si monsieur le président se déplace, c'est parce qu'il doit chercher la paix partout où elle se trouve. Et pour cette paix-là, nous sommes capables de tout. Mobutu l'a dit à l'époque, même s'il faut pactiser avec le diable pour refaire l'unité du Congo, il le ferait. Et c'est ce que Tshisekedi fait. Qu'est-ce que vous voulez, vous, qui critiquez la politique publique mise en place par Tshisekedi, qu'est-ce que vous proposez? Nous attendons ça jusqu'aujourd'hui. Il n'y a aucune proposition. Nous avons résolu d'appliquer l'état des sièges. C'est une disposition constitutionnelle qu'on est censé respecter. L'état des sièges a des avancées. Il y a aussi de faiblesses. Parce que ces problèmes sécuritaires ne commencent pas aujourd'hui. C'est un problème qui remonte d'il y a plus de 25 ans, ces problèmes sécuritaires. Tshisekedi a 3 ans au pouvoir, ce n'est pas une excuse, mais il arrive, il trouve que c'est un conflit qui s'est installé, qui a des ramifications, qui a de vallées et du point de vue interne, et dans nos politiques, dans notre population, chez nos voisins et les multinationaux qui sont derrière tous ces conflits. Ce n'est pas un conflit à réduire comme le fait Bolodjoa. Face à un tel complot, on a besoin des compatriotes qui réfléchissent. Voilà qu'est-ce que l'état des sièges a fait. On a quand même réussi à récupérer près de 56 localités. Autrefois, pendant 15 ans, on met des rebelles. Est-ce que c'est une avancée ou ce n'est pas une avancée? On aimerait bien récupérer tout ce qui était dans le main de rebelles. Mais avec l'état des sièges, on en a 56. Quand on parle de 56 localités, c'est des villages entiers, en termes de kilomètres carrés. L'armée a récupéré. Vous savez, il y a eu des aérodromes qui servaient de base de ravitaillement, d'évacuation de minerais, qui ont été récupérés. Il y a des localités entières récupérées. Il y a eu beaucoup de redditions. Les groupes rebelles qui ont laissé les armes, qui ont souscrit au processus de DR, qui sont aujourd'hui intégrés. Mais est-ce que ça finit la guerre? Non, la guerre n'est pas finie. L'idéal pour nous, c'est qu'il y ait 0 mort, ça c'est vrai. En tant que gouvernement, l'idéal c'est qu'on n'ait pas de mort. Mais ces avancées sont considérables. La même question, je voulais que M. Bolodjoa comprenne que même le monde entier n'a pas réussi à imposer la paix en RDC. Parce que nous sommes aidés par la plus grande force de l'ONU. L'ONU, ça veut dire il y a tous les États du monde qui font partie des Nations Unies, qui sont venus au secours de la RDC, mais qui n'ont pas réussi à imposer la paix. D'accord. Vous comprenez à quel niveau se trouve cette guerre? Donc, au lieu qu'on ait des compatriotes qui crachent sur le politique public, on a besoin des compatriotes qui proposent. Aujourd'hui, nous regrettons tous que Bunagana soit dans ces conditions-là. Nous avons vu la tergiversation de la communauté internationale pas hérité de sur la question. Non, mais écoutez. Encore mot de M23, comment ça c'est... Le M23, c'est un mouvement que vous connaissez qui a fait ses preuves ici,
dans le mal et qui a été défait. On vous a même dit comment le M23 a été défait. Le M23, c'était l'appel d'un président américain qui a fait défaire le M23. Vous comprenez d'où est-ce que la guerre remonte? Comment est-ce qu'elle est constituée, cette guerre? Et nous sommes en train de lutter en tant que pouvoir public pour que tout le moyen soit mis en place pour récupérer toutes ces localités. Il parle du budget qui est alloué à l'armée. Mon frère, c'est une matière sécuritaire, on n'en parle pas sur des plateaux de télévision. Si c'est vrai que tu es quelqu'un qui mène des démarches, allez-y. Vous trouverez que actuellement, dans le budget de l'État, eh ben, la sécurité intérieure et extérieure de ces pays a consommé beaucoup d'argent. Et il y a des efforts terribles. Les effectifs de l'armée ont été doublés à ces jours. Ces effectifs sont triplés. Je t'informe. Aujourd'hui, nous nous sommes ravitaillés en armes. On ne vient pas l'étaler ici. Quand on ravitaille en armes, pendant une période de guerre, on ne va pas appeler Bolodja pour dire « Monsieur Bolodja, regarde les armes qu'on a eues ». On ne va pas l'exposer parce que c'est une question sécuritaire. Okay? Quand on parle de la sécurité comme ça, il ne faut pas affoler tout un peuple. Il ne faut pas manipuler tout un peuple. Parce que ici, nous avons besoin que toi, Bolodja, opposant, moi du pouvoir, celui de la société civile, qu'on mette nos forces ensemble pour que notre pays retrouve la paix. On ne doit pas être là à nous tirer dessus. On parle sécurité de ces pays. Mais demain, vous voulez prendre le pouvoir dans ce pays, vous allez gérer quoi? Imaginons, c'est ça votre prière, que Tshisekedi échoue, que tout le pays soit pris aux mains des rebelles. Vous viendrez diriger qui? Qu'est-ce que vous proposez, vous? Parce que votre propre pays est en guerre. Tout ce que vous trouvez à proposer, c'est que Tshisekedi doit partir. On vous a dit que c'est Tshisekedi qui a amené la guerre. Il faut conjuguer. Et que s'il part, la paix est revenue. C'est ça. Mais c'est malhonnête, s'il te plaît. C'est malhonnête et c'est lâche pour des intellectuels d'essayer de voir notre population comme dupe pour penser qu'il suffit du départ de Tshisekedi pour que la paix revienne. Mais c'est chimérique. La même situation s'est produite au Kasaï. On a enregistré des morts, des fosses communes. Des fosses communes, c'est pendant votre gestion, parce que tu étais kabbyliste. Ok? Mais pendant votre domaine, pendant votre époque, combien de fosses communes? Des Congolais enterrés. Pourquoi? Parce que la crise était mal gérée. D'accord. Parce que l'armée était brutale. Okay. L'armée n'a pas su cibler l'ennemi. L'armée a commencé à éparpiller les munitions et on a compté de vies humaines qui ont été perdues. Et donc, quand vous avez un gouvernement, un pouvoir qui tient compte de ses côtés humains, qui tient compte de la diplomatie, des relations avec les États, avec le voisin, vous n'allez pas réduire que c'est pour autant un pouvoir qui n'entreprend rien du tout. D'accord. C'est de la mauvaise foi, de la haine. Le départ de Tshisekedi, ce n'est pas ça qui résout le problème. Vous avez peut-être un problème personnel avec Tshisekedi plutôt qu'avec une réflexion sur la question. Ouais, c'est de la mauvaise foi, c'est de la haine. Lorsque nous critiquons, ceux qui sont en face considèrent que nous n'avons pas le droit de critiquer parce que nous sommes dans l'opposition et donc nous devons accompagner M. Félix Tshisekedi. C'est ça la haine. C'est ça la jalousie. C'est ça. Non mais attendez, c'est ça la haine. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de la haine vis-à-vis de nous qu'ils ne supportent même pas nos critiques. Mais lorsqu'on vous critique, il y a toujours une proposition. Je vous dis que pour que nous résolvions la situation de l'Est, il faut avoir un commandant en chef aguerri. M. Félix Tshisekedi est invertébré et donc il ne peut pas assumer la fonction du président de la République et résoudre le problème congolais. Vous refusez ma proposition et vous voulez que je fasse la proposition en allant dans le sens de soutenir M. Félix Tshisekedi. Je ne peux pas soutenir un pouvoir cancérogène. Je vous l'ai dit et je m'assume. Tenez. Cancérogène. Vous prenez le pouvoir de M. Félix Tshisekedi. Lorsqu'il avait pris la résolution d'augmenter l'effectif militaire dans la partie Est, il s'en est rendu compte 2 ans après que le nombre que lui préconisait n'était pas ce qu'il y avait sur place. Il vous avait dit qu'il aurait trouvé 11 000 militaires, il voulait ramener à 21 000 militaires. 2 ans après, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Qu'a-t-il fait? Commençons d'abord par... Non, mais il a dit ça devant le Congrès. Non, mais attendez. Il a dit ça devant le Congrès. Il a dit ça à Goma. Il a dit ça à Beni, devant les élèves. Les vidéos existent.
C'est lui qui a décidé d'augmenter le nombre, l'effectif dans la partie est du pays. Quelques mois après, il décrète l'état de siège, sans plan opérationnel, sans plan de décaissement de fonds. Ce qui est surprenant, l'effectif est faible par rapport à la demande du commandement de ces 2 zones opérationnelles. Soyons sérieux. Ne venez pas ici faire les dialogues de M. Félix Tshisekedi alors que nous sentons qu'il n'a pas la maîtrise de la problématique sécuritaire. Toutes les décisions prises par M. Félix Tshisekedi ont accouché d'une souris. Dites-moi quelles sont les avancées. Vous dites avoir récupéré les localités. Mais attendez, Bunagana n'était pas entre les mains de Rwanda. Moi, j'ai suivi monsieur papa, comment il s'appelle, Mendo Malanga. Vous dites clairement, il faut être un enfant pour ne pas comprendre la géopolitique. Il faut être un esprit mal constitué pour considérer que ceux qui occupent aujourd'hui Bunagana sont des rebelles. Vous les qualifiez de rebelles. Vous considérez que ce sont des rebelles, que vous aurez récupéré une partie. Ce qui veut dire que vous ne savez même pas identifier ceux qui sont en face de vous. Ça nous a pris pratiquement 4 mois pour vous dire que ce ne sont pas des rebelles, ce sont des agresseurs. Lorsque M. Félix Tshisekedi considérait le Rwanda comme un pays ami, lorsque M. Félix Tshisekedi considérait Kagame comme son frère, nous vous disions que ce n'était pas un bon message au regard des réalités sur le terrain. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que la guerre est transversale, il y a des enjeux sous-régionaux et ainsi de suite, mais lorsque nous vous disions que ce n'était pas une bonne posture, vous nous avez traité des haineux, des jaloux. Yonani Oboya Kagame. Lorsque vous disiez ça, vous ne savez pas que vous avez mis le pays à genoux? Lorsque vous avez cédé nos espaces pour exploitation au Rwanda, vous ne savez pas que vous soutenez l'ennemi de la République. Aujourd'hui, vous voulez que nous soyons solidaires, que nous venons auprès de M. Félix Tshisekedi pour la censer? Non, c'est lui le problème. Parce que lui n'a pas trouvé un 23. Dites-nous, comment sommes-nous arrivés à avoir des étrangers chez nous? Je vous dis ici, à Kwamoutou, il y a eu une délégation, vous ne m'avez pas contredit. Il y a eu une délégation, mais après la délégation, on a tué des gens là-bas. Quelles sont les opérations que vous avez pu initier? Non, mais effectivement, il y a eu de morts. On a continué à tuer. Et ils ne savent même pas les raisons profondes de la situation. Ce qui veut dire que nous avons le malheur d'avoir des gens qui n'ont pas la maîtrise de la question. Et d'ailleurs, ils ne sont pas préoccupés. Pendant qu'on prenait Bunagana, M. Félix Tshisekedi était au Burundi. Il dansait. On a dit à M. Félix qu'il faut mettre tout le moyen nécessaire. Il aurait autorisé le décaissement de 74 millions. On a détourné près de 47. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. C'est une commission parlementaire qui l'a dit. Quelles sont les sanctions? Il nous dit ici qu'ils se sont équipés en armes et consorts. Mais même si vous ne me le dites pas, on va sentir par rapport à la force de feu, à la puissance de feu au niveau du front. Quelles sont les avancées? On a tué la semaine passée en Ituri plus de 14 personnes, là où il y a l'état de siège. Dites-moi, comment peut-on trouver des étrangers dans un espace qui est militarisé? On décrète l'état de siège avec 21 000 militaires, mais le Rwandais se permet tout de même d'entrer chez nous, de s'installer et même d'installer une administration. Et vous pensez que la meilleure des choses à faire, c'est d'aller vers M. Félix Tshisekedi? Non, on peut aimer le pays sans nécessairement aimer M. Félix Tshisekedi. Parce que lui aussi, il était hier dans l'opposition. Donnez-moi une seule proposition faite par M. Félix Tshisekedi. Lorsque Mamadou Ndala s'est battu, vous, l'UDPS, vous avez fait quoi? Vous ne l'avez pas soutenu? Vous étiez d'ailleurs en complicité. Moi, j'ai la vidéo d'Etienne Tshisekedi qui se permettait de dire ce n'était pas seulement, on ne va pas seulement incriminer le Rwanda, c'est de notre faute parce que Mobutu n'a pas pu gérer les réfugiés qui sont venus chez nous. Quand Etienne Tshisekedi disait ça, il a soutenu. Etienne Tshisekedi est allé même plus loin, signer des accords avec le RCD qui est constitué essentiellement des Rwandais. Vous êtes mal placé, cher ami. Et donc, comme nous sommes devant des évidences, je crois que tous les médecins le savent, lorsqu'une femme a un cancer des seins, on coupe la partie infectée pour sauver la vie. On ne peut pas attendre quelque chose de bon sorti de M. Félix, c'est encore moins de l'UDPS. Voilà pourquoi moi je pense, ceux qui ont le souci de soutenir l'État, de préserver les 2 345 409 km², apprenez à conjuguer M. Félix au passé. Mais là, on est encore avec lui pour encore une année, parce que... Qui l'a dit? Les élections qui l'a dit? prochaine,
Et Félix Tshisekedi est entré par les élections. Non, il n'est pas entré par les élections. C'est une invention de Kabila. Le pouvoir a été inventé. Par les élections. Non, il n'est pas entré par les élections. Je peux le démontrer. Il n'est pas entré par les élections. D'autant plus que la publication n'était pas conforme à la loi. Mais au moins, il y a eu une organisation des élections qui a fait de Félix Tshisekedi. Non, mais les élections, les résultats des élections n'ont pas été publiés. Il partirait de la même manière. Non, il peut partir à tout moment parce que le peuple reste souverain. Bon, moi je suis mal à l'aise quand quelqu'un s'illustre par des discours de rébellion, des discours d'irrespect de loi. Je suis mal placé pour débattre avec lui, très mal placé. Parce que pour moi, on doit rester intellectuel, on doit rester cette élite qui réfléchit. Je vais vous montrer les limitations de la réflexion de Bolodja. D'accord. La seule, je vais dire, le seul résultat ou la seule proposition, c'est qu'il faut conjuguer Tshisekedi au passé pour que le Congo rentre dans ses frontières. Le concert des saints, il faut Voilà, merci beaucoup. Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. La guerre existe depuis 1994. Est-ce que c'est Tshisekedi qui avait fait que la guerre existe? Voilà, là où la réflexion est limitée. C'est là où c'est limité un peu. Voyez-vous? Donc vous dites, il faut qu'il soit conjugué au passé pour qu'on ne connaisse plus de problèmes d'insécurité. Et pourtant, même au moment où Tshisekedi prêtait serment, au moment où il faisait la remise-reprise, les Congos étaient déjà en guerre. Donc vous comprenez que c'est une réflexion limitée. Elle est encore limitée à quel niveau? Ce n'est pas le commandant suprême qui se bat au front. Le problème, il est à plusieurs niveaux. Vous révélez un truc, vous dites, il faut que le militaire soit équipé. Vous dites que les militaires doivent être bien payés. Ça veut dire qu'ils doivent avoir leur solde. Et dans une guerre, je vous apprends parce que je comprends que vous ne maîtrisez peut-être pas ces domaines, dans une guerre de cette forme, il y a aussi la contribution de la population. Elle doit coopérer. Parce que nous sommes dans une guerre asymétrique. Pour dénoncer deux fois l'ennemi. Voilà, ça veut dire que vous avez votre propre population, vos propres concitoyens avec qui vous parlez la journée, et le soir, ils prennent des armes et ils vous coupent les têtes. Quand on vient, même si c'est un militaire, il ne va pas prendre son arme pour tirer sur tout le monde. Parce que nous devons extirper notre population qui est là. Même s'il y a des délinquants, nous devons les extraire pour qu'ils soient condamnés. Donc, vous comprenez que tout ne se fait pas qu'au niveau du commandant suprême. C'est apépriste, c'est propagandiste, c'est léger comme argument. Voyez-vous? Donc, ici, la question, elle ne devrait pas se poser à ce niveau-là. Quelles sont les politiques publiques que vous avez mises en place par rapport à la solde de militaires? Je vous informe qu'elle a été doublée et qu'on est en voie de voir comment on peut la tripler. Je vous informe que le moyen pour le fonctionnement, l'approvisionnement et tout ont été donnés aux commandants de militaires qui le font sur place avec les équipes qui sont sur place. Oui, la gangrène, les détournements, corruption, c'est des choses qu'on a trouvées pendant votre régime. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se résigne pas. On ne dit pas que parce qu'on a trouvé, c'est une fatalité. On s'est dit, on doit combattre ça. Aujourd'hui, vous avez des officiers qui ont détourné la solde, qui se retrouvent ici, en Ndolo, avec des procès qui sont faits. Si vous avez besoin qu'on vous appelle, Monsieur Bolodja, maintenant on a arrêté un militaire, il doit être auditionné, il faut venir voir. Eh bien, vous pouvez vous renseigner. C'est les renseignements. Vous parlez des choses que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une déviation haineuse. Vous êtes dans une déviation haineuse. Ça vous fait perdre toute l'objectivité, toute la rationalité. Et pourtant, je le sais que tu es quand même un monsieur un peu valable. Un monsieur valable, d'ailleurs, je confirme. Un monsieur valable. Il te suffit d'extraire la haine en toi. Tu vas faire de bonnes analyses. Regarde un peu un autre fait. Il vous parle du conflit Tekeyaka et il revient au-dessus. Il dit, quelqu'un m'a dit qu'il y avait un militaire qui n'avait pas de munitions. Et il fait de ça un principe. Il en parle à la télé. Il dit, le militaire n'a pas de munitions. Votre source, est-ce que vous pensez qu'elle est fiable? Et que vous
devriez affirmer. Quand demain on va vous poser la question, dites-nous un peu sur base de quoi vous dites ça, c'est l'acharnement. C'est l'acharnement. Bon, moi, quand je n'ai pas de précision, tu sais, non, parce que nous parlons de la sécurité, s'il vous plaît, c'est important. Quand il dit que le président peut partir à tout moment, ok, c'est un message qu'on doit prendre au sérieux. D'un opposant. Parce que pour nous, s'il vous plaît, c'est important. Réfléchissons. On a suivi le DPS dire Peter Tchani, sur mes plateaux télévisés. réfléchissons. Tu l'as dit plusieurs fois hier. Je veux qu'on réfléchisse. D'accord. Pour nous, nationalistes, démocrates, on sait que nous avons une constitution que nous avons votée qui donne à un président un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Notre ami dit que le président n'est pas là par de procédés électoraux. Ok? Il est là par quoi? Vous allez lui poser la question, il est là par quel procédé? Il dit que c'est une fabrication. Si déjà, on ne sait pas respecter nos institutions, les institutions de notre propre pays, comment voudriez-vous qu'on soit objectif? Voyez-vous? Donc, le président de la République ne peut pas partir de n'importe comment. Si vous ne connaissez pas la Constitution, moi, je connais la Constitution. La Constitution dit qu'il part, ok? Il quitte ses fonctions lorsque quelqu'un, un autre président, est désigné. Donc, il ne peut pas partir à tout moment. Si vous sous-entendez partir à tout moment, comme un coup d'État, par exemple, comme, je ne sais pas quoi, eh bien, c'est à vous. Ou l'article 64. C'est à vous. L'article 64 ne donne pas la possibilité de faire partir un président de la République. Ah bon? On fera un débat sur ça. Moi, je suis juriste, je suis avocat de formation, et vous savez que je ne dis pas de choses que je ramasse. Je n'ai même pas, la morphologie de quelqu'un qui fait les dialélos, comme l'a dit Bolodjoa. Vous sentez que je pars avec vous dans votre propre réflexion et je vous rattrape. Donc, ici, M. Peter, il est question, quand je dis qu'il fallait qu'on soutienne la République, elle est représentée aujourd'hui. Tshisekedi est le symbole de ces pays. Il est le garant de ces pays. Le symbole de il représente Bolodjoa, il représente Fayoulou, il représente Kabound, il représente Peter Tchani, il nous représente tous. À ces titres, on lui doit respect. Regardez un peu les États, je vais dire, développés, on va dire, les États sereins, les États où les gens ont le respect. Vous trouverez qu'il y a une opposante comme Marine Le Pen qui désapprouve le propos d'un autre opposant à Macron pour dire qu'il reste président de la République. On ne peut pas parler de n'importe quoi. Voyez-vous, c'est sens de la République, ça doit nous caractériser. On peut bien faire l'opposition sans être comme vous. Ça veut dire sans utiliser votre jargon, sans utiliser votre figure de style, qui est malaisée, qui met tout le monde mal à l'aise. Et donc ici, Peter, retenons, parce qu'on parle de sécurité, tout ce que nous avons trouvé aujourd'hui, le budget qui est mis dans la sécurité est 4 fois plus grand que tous les budgets qui ont existé dans notre sécurité aujourd'hui. Okay. Et donc, si vous avez besoin des efforts du gouvernement, d'abord c'est à ces niveaux-là. Okay. Et de deux, quand on parle d'effectifs, effectivement, vous pouvez demander même à notre population. Vous voyez, aujourd'hui nous avons même, il suffit de vous en rendre compte. Quand vous allez dans la partie Est, vous allez trouver que les militaires sont partout, c'est vrai, mais parce que nous sommes dans une guerre, ça peut arriver que le rebelle utilise une autre position, vous êtes concentré quelque part, ça peut vous surprendre. Le problème, ce n'est pas cette surprise. Le problème, c'est quels sont les moyens de repli, quels sont les moyens d'anticipation, quels sont les moyens de réaction que vous mettez pour bouter hors d'état de nuire le rebelle. Et ça, c'est inhérent à la vie sécuritaire d'un État. On ne va pas pour ça dire que le gouvernement n'a rien fait. C'est simpliste, c'est propagandiste, très bien. Et c'est tout le moins irréfléchi. Merci beaucoup. Vous avez peut-être dit quelque chose ici, on va rebondir sur ça. Il y a des gens, par rapport à ce que vous avez dit, des gens qui détournent l'argent des militaires qui sont en dolo.
Maître dit qu'ils sont en dolo, il y a des procès en dolo. Je confirme d'ailleurs. Donc la situation judiciaire, vous en pensez quoi et tout ça? Peut-être qu'on ne vulgarise pas ça suffisamment. Peut-être que tous les militaires qui sont pris là-bas, on ne communique pas assez. Et qu'est-ce que vous pensez du système judiciaire? Bon, vous sentez la haine qui est dégagée dans le propos de notre ami. Il considère que tout celui qui ne réfléchit pas comme lui, ou comme M. Félix, et que je ne sais pas s'il prend le soin de l'analyser aussi, sont des haineux. C'est-à-dire que pour eux, tout celui qui réfléchit autrement, c'est un haineux. Mais essayez de voir, allez visualiser les vidéos de M. Félix. On n'a même pas fait les 1/10 de ce que lui avait fait dans le passé. Peut-être que ceux qui étaient en face de vous avaient la capacité de supporter vos inepties, tout ce que vous disiez dans le temps. L'article 64 a été exploité par vous. Kabila dégage a été exploité par vous. Mais aujourd'hui, vous supportez difficilement qu'on vous dise de partir. Je vais vous démontrer qu'il est juriste, certainement, mais je vais vous démontrer qu'il n'a pas la maîtrise de la Constitution. Le principe sacro-saint fixé par la Constitution, c'est le principe des mandats. La délimitation dans le temps. Mais attention, il y a d'autres principes que vous ne semblez pas en tenir compte. Un président peut être arrêté, il peut être traduit en justice, il perd son mandat, il peut démissionner. Voyez-vous, on peut aussi le faire partir par la révolution populaire. C'est ça l'esprit de la Constitution. Prévu dans la Constitution. Non mais bien évidemment, lisez l'article 5 de la Constitution, l'article 64 de la Constitution et l'article 75. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la maîtrise de cette Constitution que vous prétendez maîtriser. Le pouvoir du peuple est supra-constitutionnel. Le peuple a un pouvoir supra-constitutionnel. Il peut décider même de l'abrogation de la Constitution. Il peut faire partir son président, même s'il était élu. Lorsque vous accédez au pouvoir par de voies scabreuses et que vous l'exercez en violation de la Constitution, le peuple souverain peut vous faire partir. L'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès peuvent vous traduire en justice. C'est constitutionnel. Il peut partir. Mais c'est fait, c'est qu'il est libre de démissionner. On peut le pousser à la démission pour incompétence et haute trahison. Ce sont les dispositions de la Constitution, mais fort malheureusement, notre ami est préoccupé par les chop-chop, ne veut pas comprendre que lorsque vous gérez en dehors du cadre constitutionnel, on peut vous faire partir. Et c'est constitutionnel. Il dit encore que je n'ai pas la maîtrise des questions sécuritaires. Je suis surpris que lui soit mieux informé que moi sur la question sécuritaire parce qu'il aurait fait le tour. C'est quand même surprenant, cher ami. Ça, c'est trop prétentieux. Si vous savez ce qui s'est fait dans la partie Est, mais pourquoi n'avoir pas amené votre expertise à M. Félix Tshisekedi? Je vous donne juste des cas. Le gouverneur gouverneur de l'Ituri et du Nord Kivu sont venus ici exiger à ce que vous, le gouvernement, vous leur donniez un plan opérationnel. Et c'est le ministre en charge de la Défense qui l'a dit. Lorsqu'ils ont commencé à opérer, il n'y avait pas un plan opérationnel. Dites-moi, vous qui avez la maîtrise, comment peut-on déployer les militaires sans plan opérationnel? En même temps, il y a eu le ministre de la Défense qui a dit qu'il y avait un problème de plan de décaissement de fonds. Ce qui veut dire que vous n'avez aucune vision sur la question sécuritaire. Et lorsque vous prenez tout ce que vous avez pu faire en décrétant l'état de siège, quel est le mécanisme de suivi que vous avez pu mettre en place? Quels sont les résultats? Ce qui a justifié la présence des Ougandais chez nous. Parce que vous n'avez pas su gérer la situation, vous avez fait appel à des Ougandais. Vous avez travaillé avec la MONUSCO, vous avez échoué tous. Et vous faites aujourd'hui appel à l'EAC justement pour vous accompagner. Mais pendant ce temps, il y a des Congolais qui meurent. Pourquoi la RTNC ne nous montre-t-elle pas le nombre de morts ou les données des statistiques par rapport aux décès que nous enregistrons dans la partie Est? C'est justement parce que vous voulez faire d'une communication cosmétique. Vous n'êtes pas en train de résoudre le problème, mais d'en créer. Lorsque j'insiste sur le problème de Kwamutu, je ne le dis pas en l'air. Il y a un député qui a intervenu dans un journal télévisé qui l'a dit. Il était sur place et personne ne l'a contredit. En termes de nombre de militaires, il y a eu des militaires qui ont été tués justement parce qu'il y avait carence en munitions. Au-delà de ça, lorsqu'on a attaqué Butembo, quel était le propos tenu par le commandant de la ville?
Il vous a dit qu'ils étaient plus nombreux et plus équipés. Apparemment, notre ami ne suit pas les informations. Il est trop préoccupé, je le vois souvent dans des grands hôtels. Il est trop préoccupé à chercher comment laver l'image de Marc et de M. Félix Tshisekedi. Et pourtant, la situation, elle est réelle. Il y a des gens qui meurent chaque jour. Où est M. Félix Tshisekedi aujourd'hui? Il n'est pas là. On ne sait même pas quand est-ce qu'il va rentrer. Quand est-ce qu'il préside le Conseil de sécurité? Quand est-ce qu'il prend des grandes décisions? Quand est-ce qu'il évalue les opérations? On le voit chaque fois dans le fait. Alors, attention, le respect, c'est mérite. Il n'est pas le premier président à être illégitime. Nous avons connu Mobutu, il était illégitime, mais il représentait le pays devant des organisations internationales. Aller en Europe, être accueilli en président, ne fait pas de vous un président légitime. Ici, nous posons la problématique de la légitimité du pouvoir. M. Félix Tshisekedi n'est pas là par la volonté du peuple. Situation judiciaire, vous ne m'avez pas dit... Donc, j'ai dit, au regard de cette réalité, sur le plan sécuritaire, vous ne foutez absolument rien, vous devez partir. Sur le plan judiciaire, je prends le cas de Jimmy. Il faut suivre le cas qui se passe en Dolo aussi, comme il a dit. Non, mais attendez. On a arrêté des officiers supérieurs, des officiers militaires, le colonel, les assistants du général, pour détournement de fonds. Un assistant du général ne gère pas l'argent. Un assistant du général ne gère pas l'argent. Comment peut-il détourner l'argent sans que son chef en soit informé? Dites-moi, quel est le rôle d'un assistant? Ce n'est pas de gérer les opérations. Il assiste son chef. Vous prenez les officiers, le colonel, vous les amenez ici, et après, il y a quoi? Voyez-vous? La chaîne, la dépense a été plus effectuée d'après le Parlement, ici au niveau de Kinshasa. Ce n'était pas là-bas dans la partie Est. C'est-à-dire que c'est du cosmétique, on veut nous berner, et heureusement que la population est consciente. Vous prenez le cas de Jimmy, vous en avez parlé. Quel est le sort de Jimmy aujourd'hui? Quels sont les dossiers pour lesquels il se retrouve en prison? Lorsque la justice vous dit, lorsque le médecin vous dit qu'il a un problème de santé, il dégage les signes de quelqu'un qui serait empoisonné, d'après ce que son parti dit, et vous décidez de ne pas appliquer la loi parce que vous voulez en faire un dossier personnel. Il y a des gens qui ont été jugés, qui ont été libérés, dont l'exécution n'est pas, la libération n'est pas effective. Je prends le cas du lieutenant-colonel Matata. Il a été jugé, il a été libéré depuis le 7 jusqu'à aujourd'hui, il reste toujours en prison. Il est jugé pour... Il a été jugé le fait d'avoir, on a trouvé dans son téléphone un message des gens disant, le message, le fameux message là sur Félix Tshisekedi disant que cette vidéo là, on l'a jugé pour ça. Et on a trouvé qu'il n'y avait pas assez d'éléments. La cour s'est décidée de les libérer. Le monsieur, le colonel, est toujours en prison. Mais lui aussi, on suspectait que c'est lui qui a diffusé la vidéo du tricycle. Non, mais effectivement, il a diffusé fort malheureusement, il s'est comporté en militant. Il voulait plutôt sauver l'image des marques de M. Félix Tshisekedi. On l'a jugé pour ça, on a trouvé qu'il n'y avait pas assez d'éléments, il a été libéré. Mais le pouvoir refuse de le faire sortir. Il y a autant de dossiers. Ce qui veut dire que la justice ne fait pas bien son travail. Mais attention, il y a une corrélation nette entre la question sécuritaire et la question judiciaire. Okay. Si tous ceux qui violent la loi étaient réellement sanctionnés, peut-être qu'on allait restaurer la paix. Posez la question à M. Félix Tshisekedi. Pourquoi lui, qui n'est pas directement impliqué par rapport au rapport mapping, pourquoi lui ne soutient-il pas les rapports mapping? Parce qu'il est compromis. Il y a compromission. Il ne sait pas prendre de bonnes options justement parce qu'il est entré au pouvoir par de voies scabreuses. Donc moi je considère que le Congolais doit soutenir le départ de M. Félix Tshisekedi. Je ne serai jamais d'accord, je ne soutiendrai jamais le coup d'État. Jamais. Mais attention, lorsque la population se prend en charge, ce n'est pas un coup d'État. Là, c'est un droit constitutionnel repris dans les dispositions pertinentes de l'article 64. Donald Kabasele, la précision a été faite, c'est pas de coup d'État, mais l'article 64, l'article 5 sont clairs, hein, le président peut partir sous plusieurs... Et puis par rapport, parlons un peu de la justice, hein, vous avez quand même ouvert une brèche importante. Que pensez-vous de la situation judiciaire aujourd'hui dans ce pays? Non, mais parce qu'il y a des questions très, je vais dire, très savantes qui ont été posées sur la Constitution. Je préfère encore répondre, c'est important. D'accord.
L'article 5 de la Constitution fait que le souverain primaire, c'est le peuple qui a tout le pouvoir. Ça ne veut pas dire que ce souverain primaire va aller au-delà de la Constitution. Oh. Ouais, c'est une précision de détail. Sinon, on n'aurait pas eu de Constitution. La Constitution traduit la volonté du souverain primaire de mettre en place un cadre organique qui gère sa République. De telle sorte que le souverain primaire s'est même interdit certaines choses dans cette Constitution. C'est ainsi qu'on parle de mandats qui sont de 5 ans renouvelables une seule fois. L'article 64, parce que peut-être on fait une mauvaise interprétation de l'article 64. On dit que tout Congolais a le devoir de résister. De résister. Résister ne veut pas dire renverser. Je veux qu'on se comprenne. Ce sont des termes qui sont simples, mais qui doivent vraiment se faire comprendre. Lisez l'article 64 du début jusqu'à la fin. Résister ne veut pas dire chasser un président de la République. On peut le dire parce qu'on est opposant pour la consommation publique, mais ce n'est pas du droit. Résister, vous faites d'ailleurs la résistance. Là, vous êtes dans la Constitution parce que vous résistez. Voyez-vous? Mais cette résistance ne veut pas dire renversement d'un pouvoir constitutionnellement implanté. Parce que dès que vous luttez contre un pouvoir constitutionnellement établi, vous êtes vous-même coupable déjà, selon notre Constitution. Donc il n'y a pas cette possibilité parce que quand vous lisez le premier alinéa et le deuxième, vous sentez que c'est un équilibrage qui ne permet pas aux Congolais, n'importe lesquels, de faire quoi que ce soit. Sinon, si je vais dans votre logique, c'est qu'aujourd'hui, on peut faire un débat pour abroger la Constitution. Et vous serez prêt à soutenir ces débats pour dire, ok, bloquons cette Constitution, déchirons-la, faisons une autre. Si cela est ton point de vue, ça ne sera pas le point de vue de tous les Congolais, à ma connaissance, et surtout pas de votre président élu. Voyez-vous? Donc, la Constitution elle-même, c'est celle-là la volonté du souverain primaire. Il ne faut pas chercher cette volonté ailleurs, comme il ne faut pas la créer. Elle est déjà concrétisée par ce qu'on appelle. C'est ça même l'instrumentum, la Constitution, et on est dans ces cadres-là. C'est important. Donc il ne faut pas faire des tricheries intellectuelles qui vont pousser les autres à penser qu'une révolution, ici dans notre Constitution, on a réglé ces problèmes. Des révolutions, des AFDL, des rébellions. On a voulu résoudre la crise là en instaurant le seul mode d'accession au pouvoir par des élections. Et donc ce que M. Bolodua prêche, certainement il prêche sa propre chapelle, mais ça n'a rien à voir avec la réalité juridique telle qu'est consignée dans la Constitution. La situation judiciaire. C'était une précision du détail. La situation judiciaire. Il reconnaît maintenant qu'il y a des colonels en prison pour détournement. Il reconnaît maintenant qu'il y a des assistants des généraux en prison. Mais il ne vous dit pas qu'il y a aussi des généraux qui sont arrêtés pour ça. Ça, il ne vous dit pas. Ah bon? Parce que s'il vous les dit, ça va les contredire. Ah bon? Mais s'ils sont en prison, si vous pouvez reconnaître qu'ils sont arrêtés pour détournement, pourquoi vous posez la question avant cette prise de parole et vous dites personne n'est inquiété? Alors, si vous citez 2 personnes inquiétées, pourquoi ça ne vous rassure pas? Voyez-vous, l'idéal, c'est que la justice soit indépendante, à moins que vous battiez pour autre chose. Si vous voulez que le président de la République intervienne dans la justice pour dire laissez celui-ci, arrêtez celui-là, ce n'est pas notre école. Dans notre école, la justice, elle est indépendante. Vous posez la question de Dimi, regarde ce que vous dites. Pourquoi le juge, tout ça ne font pas? En d'autres mots, vous voulez que le pouvoir politique, parce que vous pensez que c'est le pouvoir politique qui l'a fait arrêter, que ce pouvoir politique aille dire au juge ce qu'il doit faire. Qui fasse immixtion dans le pouvoir judiciaire. Alors, et pourtant, c'est des choses que tu combats, Bolodua. Comment voudriez-vous qu'on renverse cette vapeur? Montesquieu, S'il vous plaît, réfléchissons maintenant, cartésien.
Est-ce qu'on veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant? Si oui, pourquoi vous voulez que le pouvoir politique, Chilombo que vous appelez Tshisekedi, Chilombo, pourquoi vous voulez qu'il intervienne quand la justice est saisie? Mon frère, ce que nous demandons aux juges, c'est d'ailleurs l'occasion de le faire, c'est de faire le travail qui leur est dévolu. Ça veut dire condamner ceux qui sont coupables, libérer ceux qui sont innocents. Et pour ça, le juge n'a pas besoin que Tshisekedi lui dise ce qu'il doit faire. Ok? Beaucoup de juges s'embrouillent. Je sais pourquoi ils s'embrouillent. C'est parce que dans votre régime des kabylistes, vous les avez tellement habitués aux ordres que même quand ils sont devant une affaire qu'ils peuvent résoudre seuls, ils pensent que comme ils n'ont pas reçu un ordre, ça voudrait dire qu'ils ne doivent prendre aucune décision. Le président lui-même regrette pour cette justice. Il l'a dit. Quand il le dit, il ne s'est pas caché. Ok? Pas pour dire, si je l'ai dit, c'est moi qui serai critiqué. On attend beaucoup de la justice. Beaucoup. Nous voulons d'une justice juste, qui apprécie le fait à leur juste valeur, qui disent que oui, tel est coupable et tel est innocent. Mais écoutez, le verdict de la justice peut aussi créer un verdict populaire. Parce que, généralement, nous sommes régulièrement dans des palais de justice. Si mon client gagne, mon client va dire que la justice est bonne. Si mon client perd, il va dire que la justice n'est pas bonne. Ça, on le vit chaque jour. Est-ce que nos jugements personnels sur le verdict de la justice, c'est ça qui nous fera accepter la justice de la justice? Pas du tout. Okay. Mais le juge, lui, il doit rester dans sa peau de juge. De celui-là qui juge selon son intime conviction. Parce que le juge congolais, surtout le juge pénal, il est le juge de son intime conviction. C'est très fort quand on te dit que tu dois juger selon ta propre conviction. Parce que notre conscience nous ment difficilement. Devant de faits, vous pouvez être en mesure de dire tel est coupable et tel est innocent. Regardez la responsabilité à quel niveau elle est. C'est la lutte de Tshisekedi. La justice, elle doit être indépendante. Mais Bolo veut que Tshisekedi aille dire libérer tel colonel qui a été arrêté, qu'il aille dire libérer Jimmy. Jimmy, c'est mon ami. Jimmy, c'est mon frère. Avec Jimmy, j'ai été dans tous les débats, dans ses débuts. Ok? Moi-même, ça me fait mal, ces conditions-là. Mais il ne faut pas que nous-mêmes, on crée notre propre cimetière. C'est pourquoi je te conseille, Bolozua. Tu es intelligent. Soyons objectifs. Tshisekedi ne refuse pas qu'on les critique. Peut-être vous ne les connaissez pas. Il a dit Maloko. Tshisekedi a besoin de vos critiques. Il a dit parce que nous sommes des êtres faillibles. Et le fait que je sois à côté de Tshisekedi, ça peut arriver que je ne voie pas beaucoup d'erreurs qu'on commet. Vous qui êtes distants de nous, vous pouvez nous révéler des choses qui peuvent nous aider d'améliorer notre gouvernement. Mais ce qu'on refuse, c'est cette fixation-là. C'est cette fixation-là, c'est cette haine-là. On sent qu'il n'y a pas d'objectivité dans cette vie. On sent que vous décidez d'insulter quelqu'un. On sent que vous décidez d'humilier quelqu'un. On sent que vous décidez de pousser quelqu'un à la faute. Ça c'est pas bien. Très bien. C'est pas bien. Nous chutons. Dossier, situation économique. La monnaie est en train de bouger. Kabassile, la monnaie est en train de bouger. Le dollar, la monnaie est à 21, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, le carburant a posé problème. Là, c'est la catastrophe pour prendre le carburant. Apparemment, c'est comme si ça se calmait un peu. Il faut que je vérifie. J'ai toujours pas de carburant, moi. Pendant ce temps, Molière nous a dit ici que le chef de l'État est payé 800 et quelques mille dollars. Ça, c'est Molière. Kabila, 600 et quelques mille dollars. Tous les généraux, les députés, 21 000 dollars. Injustice sociale. Comment gérer ça? Est-ce que la situation du Congolais va mieux qu'hier? On nous parle d'un côté des recettes, ça va, mais de l'autre côté, on nous dit que c'est la catastrophe. Dites-nous sur ce plateau, quelle est votre appréhension de cette situation? Qu'est-ce qu'il faut recadrer? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Non, ce format de débat, je l'aime parce que ça nous permet de nous expliquer de manière contradictoire et de dégager des conclusions. Il n'y aura jamais de justice sociale, en réalité. Pourquoi? Un ministre aura toujours un traitement qui sera différent de celui d'un huissier, d'un médecin
d'un professeur. Mais peut-être le débat, c'est sur les proportions. On s'est dit, peut-être que de l'autre côté, c'est exagéré. Ça devrait être comme ça, parce qu'aujourd'hui, même M. Bolodjoa ou l'opposition n'accepteront pas de voir leur président de la République voyager en classe éco sans sécurité. Ça ne fera même pas l'image de notre pays. Ça veut dire un président, il va voyager avec la sécurité, avec une suite, il faut affréter un avion, ça coûte, ça c'est vrai. Un député, il est élu, parmi le 500 élus, il représente 80 millions de Congolais. Vous n'accepterez pas de voir votre élu sur une moto en train d'aller au Parlement ou de rentrer. Ça veut dire qu'il doit avoir un traitement digne qui lui permette d'être indépendant. Parce qu'il fait partie d'une institution qui contrôle le gouvernement. Donc, il faut quand même le mettre à l'abri du besoin. Ça veut dire qu'il doit avoir une rente qui lui permette un peu d'assurer cette indépendance. OK? Mais les proportions, c'est vrai que c'est un peu exagéré quand on les entend à première vue. Mais la réalité, elle est tout autre, mon frère. Le chiffre qu'on nous cite, je veux bien. Moi-même, même mon parti politique, l'UDPS, nous nous battons pour la réduction du train de vie des institutions. C'est le principe. Et nous ne voulons pas le déséquilibre social. Nous luttons pour le peuple d'abord. On ne va jamais soutenir les salaires exorbitants, les salaires exagérés. Mais est-ce que les bases sur lesquelles les dénonciations sont faites sont-elles de base crédible? On a parlé des députés, 21 000 $. Ça crée une tollée générale. Et qui a prouvé? Personne. Personne n'a prouvé le 21 000. Tous les bulletins de paye qui paraissent reprennent un montant qui avoisine 15 millions ou 16 millions de $. C'est sur base de cet argent qu'on calcule l'impôt. L'impôt sur ces revenus. En dehors de cette base de calcul, on nous dit qu'ils ont des jetons quand ils participent. Vous comprenez que ce n'est pas régulier, c'est peut-être circonstanciel. Ça veut dire que pour quelqu'un qui n'a pas participé à ces sessions-là, il n'aura pas cette rente. Voyez-vous? S'ils vont en vacances judiciaires, c'est tous les 3 mois. Vous comprenez qu'on ne peut pas comptabiliser ça mensuellement. Mais si ces montants déjà fallacieux de 21 000 sont vrais, nous allons maintenant nous retourner auprès des députés. Pourquoi auprès des députés? L'autorité budgétaire dans notre pays, c'est le Parlement. C'est les députés qui définissent qui est payé quoi. C'est lui le maître du budget. Si le maître du budget s'accorde des droits, des avantages plus exorbitants que n'importe qui, nous connaissons chez qui nous plaindre. Voyez-vous? Parce que s'il fallait rester dans la structure, donc parlons de la superstructure qui est l'État, avec un président qui fait partie d'un pouvoir, un parlement, il n'y a pas la possibilité, il n'est pas prévu la possibilité pour un président de la République de donner des injonctions au Parlement. Parce que selon cette structure, le président qui fait parce que c'est un exécutif qui est bicéphale, donc d'un côté le président de la République, de l'autre nous avons le Premier ministre qui constitue un seul corps, ils doivent être contrôlés par ces parlementaires de telle sorte que si il y a la possibilité de donner des ordres au Parlement, eh bien l'équilibre voulu par les constituants sera perdu. Et donc, le député reste le seul responsable de cette situation. Parce que de la même façon qu'ils sont maîtres du budget, ils peuvent définir qu'est-ce que touchera un président de la République, qu'est-ce que touchera un ancien président de la République, qu'est-ce que touchera un Premier ministre, qu'est-ce que nous, députés, nous toucherons. C'est ces parlements-là dont on a besoin. On n'a pas besoin d'un parlement de copains qui s'arrange le droit de se donner beaucoup d'avantages au détriment du souverain primaire. Du peuple congolais. Et donc cet équilibre, c'est pour dire que je désapprouve. Okay. Si effectivement que les choses se soient passées. Mais le dollar, la situation économique. Oui, la situation économique, le dollar, nous partons d'un fait. Toute personne normale sait que le monde entier est secoué. La crise du Covid,
la crise russo-ukrainienne a laissé de plumes dans tous les États du monde. Les économies du monde sont en décadence. Nous dépendons de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de politiques publiques qui ont été mises en place pour nous assurer une certaine indépendance économique, pour faciliter la production interne et nous rendre un peu indépendants. Imposer notre devise, imposer notre argent au monde, parce que de ce que nous produisions, effectivement, les prix sont fixés à l'extérieur, c'est en dollars américains, on achète en dollars américains, ce qui fait que quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, ça nous atteint facilement. Mais il faut quand même féliciter le gouvernement pour ce qui est du carburant, par exemple. Aujourd'hui, si nous achetons 10 litres de carburant, il faut que tous les Congolais sachent que le gouvernement s'est organisé pour que de l'argent que vous payez pour 6 litres. Les 4 litres, c'est le gouvernement qui vous les donne. Ah bon? Le gouvernement subventionne à 40% le prix du carburant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu que notre population ressente le choc. Effectivement, il y a des problèmes parce que pour le pétrolier, il fallait la vérité de prix. Ça veut dire, il faut qu'on impose directement aux consommateurs qui payent. Comme ça, le problème de manque à gagner, de subvention va s'arrêter. Ils vont assurer une production. Voyez-vous? Mais eux, c'est leur intérêt en tant que commerçants. Voyez-vous? Mais nous, c'est l'intérêt général. Parce que nous nous disons, si cette vérité de prix doit s'appliquer, il y a des conséquences qui vont se suivre. Quand quelqu'un va ajouter 40% du litre qu'il achète aujourd'hui à 3 000 francs, 1,5 $, ok? Ça veut dire que le prix du transport en commun va augmenter, le prix du billet d'avion doit augmenter, le prix du train doit augmenter. Et parce que ce prix augmente, les matières premières ou les matières de première nécessité, les productions agricoles, parce que ces productions sont acheminées en ville par des voies de transport, vous voyez que même les commerçants seront obligés de payer de manière inhabituelle ce qu'ils payaient avant. Ça va faire à ce qu'il y ait des prix qui montent, qui galopent. Et pour assurer cet équilibre, le gouvernement de la République a voulu subventionner de 40% ce carburant. Mais si vous allez aujourd'hui en France, par exemple, vous avez les litres qui se négocient déjà à 3 $. Ah bon? Ah oui, à 3 $. Avant-hier, c'était 2,5 $. Ils sont à 2,70 et les experts ont dit que ça va arriver à 3 $. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient le brut en Russie qu'ils transformaient chez eux. À près de 40% ou 30%. Ils prenaient le brut. Alors, ils ont sanctionné la Russie. La Russie a eu un partenaire fiable qui compte 1 milliard déjà d'habitants. Vous voyez un peu, ça fait toute l'Europe. La Chine? La Chine qui accepte de s'approvisionner en Russie. Donc, en réalité, la Russie ne perd pas. Parce que si la Russie devrait vendre à l'Europe, qui est moins d'1 milliard de consommation, la Russie a la Chine, qui a une grande population, il a l'Inde, qui a une grande population, il a la Corée du Nord et les autres États. Alors cette crise nous frappe. C'est pourquoi même en France, il y a eu des marches pour dire qu'on doit lever les sanctions sur la Russie pour permettre même aux Français de respirer. D'accord. Bon, situation socio-économique du pays. Je comprends maintenant la difficulté qu'a M. Félix Tshisekedi. Lui-même déjà ne maîtrisant pas assez bien les enjeux, il est mal entouré. Parce qu'en suivant ce que notre ami a dit, probablement qu'il sera promu comme porte-parole de M. Félix Tshisekedi très bientôt, nous le souhaitons, bien que nous ne voyons rien de bon sorti de ses pouvoirs, mais au moins il peut... Ce serait une bonne chose pour la jeunesse. Non, ça serait une bonne chose pour lui et pour ses amis, et certainement ça sera une bonne chose. Ça sera une bonne chose pour les journalistes, mais ça ne sera pas bon pour la République. Parce qu'en dehors de lui, je ne vois personne d'autre. Parce que M. Félix Tshisekedi est caractérisé par cette absence-là, cette carence en personnel. C'est quand même surprenant. Notre ami vous dit qu'il y a des indicateurs qui nous permettent de jauger le niveau de l'exécution de politiques publiques ou les résultats atteints par M. Félix Tshisekedi. Le pays va bien. Il vous dit qu'il y a augmentation du PIB. Il vous dit qu'il y a augmentation en termes de budget. Il vous dit qu'il y a augmentation en termes de réserves d'échange. Attention, la fixation de prix est influencée très souvent par la monnaie.
Mais notre problème n'est pas celui-là. Notre problème, c'est par rapport à la dépréciation de la monnaie. Là, nous ne parlons pas de prix, mais de la dépréciation de la monnaie. Et vous savez, l'instrument par excellence pour stabiliser la monnaie dans une économie, c'est la présence ou l'offre en termes de devises étrangères. Voilà pourquoi le gouvernement et la Banque centrale s'organisent pour constituer ce qu'on appelle les réserves d'échange. C'est un instrument qu'on utilise justement pour juguler la fluctuation de la monnaie au niveau économique. Comment peut-on expliquer? Il y a hausse, il y a augmentation des réserves d'échange, mais il y a dépréciation de la monnaie. Parce que lorsqu'il y a dépréciation de la monnaie, on sous-entend qu'il y a un point de déséquilibre entre l'offre en devise et la demande réelle. Soit vous augmentez la masse monétaire en francs congolais, ou soit il y a réduction de la masse monétaire en devise. Ils doivent nous expliquer quelle est la raison de la dépréciation, qui est estimée à 5%. Les Congolais ont perdu le pouvoir libératoire de 5%. Lorsque nous vous disions que ces gens vous vendaient du vent, j'ai dit lors d'une émission, il n'y a pas longtemps, je vous avais déjà annoncé, tout ce qu'ils ont construit comme mensonge va s'écrouler parce que c'est un château de cartes. Là où il y a de bonnes réserves, on ne peut pas perdre aussi facilement 5% du pouvoir d'achat. Voilà comment ces gens qui tentent de vous mentir. Il vous a dit aussi qu'il y a augmentation du budget. Qui dit augmentation du budget veut dire que l'État est en même aujourd'hui de prendre des décisions, de prendre en charge les dépenses publiques émergeant dans le budget et même aller au-delà. Comment ça se fait que les 40% qui reviennent de droit aux provinces n'ont pas été versés? Comment ça se fait que les 10% de la caisse de péréquation n'a pas été décaissé? Comment ça se fait que le projet de développement tel qu'initié n'ont pas été financé? Comment ça se fait que la quasi-majorité du personnel public n'ont pas vécu cette augmentation en termes de revenus? Parce qu'aujourd'hui, allez dans nos provinces, les députés provinciaux sont en retard de paiement. Allez dans nos provinces, les membres du cabinet ministériel provinciaux ne sont pas payés. Ils connaissent un retard de près de 17% et 34% dans d'autres provinces. Cet argent que vous avez pu amasser nous sert à quoi? Parce que lorsque vous êtes en face d'une situation de déséquilibre de taux d'échange au niveau national, la moindre chose à faire, c'est de procéder par le open market. La Banque centrale doit injecter les devises correspondantes justement pour éponger les effets pervers du marché. Comment ça se fait? Parce qu'aujourd'hui, le taux est à 2100 francs. Même l'État lui-même nous fait payer à 2080. Ce qui veut dire quoi? Ils n'ont pas su vendre leur mensonge. Le mensonge est périssable. Aujourd'hui, ils sont rattrapés dans ça. Les mensonges, ils ont construit, ils ont dit, voilà, nous avons des réserves d'échange. Lui, il est allé même au-delà. Dire que non, ils ont trouvé 800 et quelques millions, on est aujourd'hui à 4 milliards. Ouais. Ça, ce sont des fantasmes. Vous n'avez pas trouvé 800 et quelques millions, c'était dans les 1 milliard et de poussière que vous avez pu utiliser avec votre ancien directeur de cabinet, Kamere, vous avez consommé cela. Lorsque vous prenez en termes de budget, vous n'avez pas trouvé un budget de 3 milliards. Vous avez trouvé un budget de 4 milliards 800 millions au regard de la conjoncture. C'est ce budget-là qui vous a permis d'exécuter le fameux programme de 100 jours. Il n'y a pas eu de loi rectificative du budget. Vous n'avez même pas pu mobiliser 80% de ces budgets. En 2020, vous nous avez présenté un budget cosmétique de 10 milliards 900 millions. Ce qui est surprenant, vous n'avez même pas atteint 40% en termes de mobilisation. Sous prétexte qu'il y aurait Covid, vous avez eu un budget de 6 milliards 800 millions en 2021. Vous nous avez dit que vous aurez mobilisé plus d'argent. Ce qui est surprenant, aucune dépense structurante n'a été effectuée. Aujourd'hui, vous nous présentez, en 2022, vous nous avez présenté un budget qui avoisine pratiquement 11 milliards. Et vous nous dites que vous avez maximisé les recettes. C'est-à-dire que vous êtes devenu plus riche qu'avant. Dites à la population, en dehors du mois d'avril et le mois de mai, où il y a eu optimisation en termes de mobilisation, où en sommes-nous aujourd'hui? Le mois de septembre, le mois d'août, vous avez mobilisé combien? Il faut nous dire. Parce que l'impôt sur le bénéfice et le produit,
que vous avez engrangé au mois d'avril et au mois de mai, c'était justement parce que les entreprises qui ont plus vendu, pas en quantité, mais en prix, au niveau international, au regard de la hausse des prix de certains produits tels que le cuivre et autres, vous avez pu bénéficier de ça. Mais dites-nous aujourd'hui, pourquoi le budget n'est-il pas exécuté? C'est justement parce que M. Félix Tshisekedi ne comprenant pas, je dis et j'insiste, ne comprenant pas le rouage, la fonctionnalité de l'État, se laisse berner par ses collaborateurs. Le pays va très mal. Lorsque vous parlez du social, allez voir. Il n'y a pas seulement hausse de prix en francs, même en dollars. Certains produits que nous achetions à 1 dollar, aujourd'hui c'est à 1,7 $, 2 $. La population est en train de croupir dans la misère. Et il y a des gens qui se permettent de se donner de montants colossaux, justement parce qu'ils ont une portion de pouvoir. Lorsque vous insistez sur le fameux dossier de 21 millions, 21 000 $ le mois, vous savez, si nous avions une gouvernance potable, notre ami qui sera bientôt porte-parole de M. Félix Tshisekedi devait vous amener les statistiques. On ne doit pas parler en l'air. Il doit nous dire, voilà, le budget 2022 avait prévu autant de montants pour le fonctionnement du Parlement, autant de montants pour la rémunération des membres du Parlement. Comme ça, on aurait des chiffres sur papier et on allait voir extrapoler par rapport à l'exécution. Parce que ce qu'on ne veut pas vous dire, on vous présente des bulletins de paye où on parle de 16 millions de francs congolais de poussière. C'est ce qu'on appelle la base salariale. Ce n'est pas ça la sommation de la rémunération. Ce n'est pas ça la sommation de la rémunération. Et lorsque vous prenez cette base-là, ça vous touche pratiquement dans le 8 000 et quelques dollars. Mais attention, il n'y a pas que les jetons de présence. Il y a des primes institutionnelles que les députés ont chaque mois. Ils ont des indemnités de logement. Ils ont d'autres dépenses, les carburants et consorts ne marchent pas dans les salaires de base. Ce qui fait que l'enveloppe globale avoisine le 21 000 $. Et tous ceux qui l'ont dit sont traqués par ces pouvoirs. On veut étouffer l'affaire parce que c'est une honte. Lorsque vous prenez Denis Sassou, il avait dit clairement que si on fait tous les calculs, on agrégé tout, ça pouvait avoisiner dans les 21 000. Vous prenez Papa Molière, bien qu'étant membre de l'Axe du Mal, l'Union dite sacrée, mais il cherche toujours à se démarquer. Il n'est pas allé en l'encontre de cette information. Dites-nous, que coûte un député, tout calcul fait à la République? Parce que moi, je peux vous dire ici, la présidence de la République, l'année passée, a consommé à elle seule 800 000 $ le jour en termes de fonctionnement. Est-ce que ça apparaît dans le bulletin de paie? Le jour, 800 000. Par jour. La loi sur la réduction de comptes a démontré que la présidence a consommé 257 millions de dollars pour une seule année. Mais divisé par 350, ça fait combien? Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont masqué la vérité. Ils ont préféré garder cette réalité. Pourquoi? Ce qui est formel, c'est cette rémunération-là que nous appelons base. Mais à côté de ça, il y a d'autres avantages qui sont tirés dans le fonds de recherche, le fonds secret, le fonds de fonctionnement de l'institution. Comme les députés ont fait pression sur leur président, ils ont commencé à éclater, à partager, à distribuer. Ce qui nous amène à 21 millions. Mais attention, quelle est la responsabilité de M. Félix Tshisekedi? À le visualiser les vidéos du congrès 2020. À l'époque, il y avait Mabunda. M. Félix Tshisekedi s'est permis de dire à l'opinion, à l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, que non, voilà, j'ai appris que vous soutenez les ménages, et on vous demande d'enterrer le mort, et même de faciliter le mariage de certains. Voilà pourquoi nous allons rehausser les revenus, votre prise en charge, justement pour vous faciliter d'atteindre cet objectif. Est-ce que M. Félix Tshisekedi sait que ce n'est pas l'argent de son père? Est-ce que M. Félix Tshisekedi sait que c'est l'argent du contribuable? Qui lui a donné le pouvoir d'augmenter les charges publiques en ce qui concerne les députés sans tenir compte du principe de l'équilibre que notre ami a soutenu? Lorsque vous augmentez la rémunération des députés, alors qu'il y a des Congolais qui travaillent pour le compte de l'État, jusque-là ne sont pas payés. J'avais dit l'autre fois, devant notre ami,
qu'il y a plus de 40% de Congolais qui travaillent dans le domaine de l'enseignement, qui n'ont jamais été payés jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai pensé qu'il allait venir avec les statistiques. Il avait tenté de me contredire. Il n'est pas venu avec. Il y a plus de 40% du personnel enseignant qui n'est pas payé jusqu'aujourd'hui. Et lorsqu'on vous dit qu'il y a 410 000 $, 410 000 francs en termes de rémunération, non, il y a le zone salariale et ça c'est un idéal, ce n'est pas encore atteint. La quasi-majorité des enseignants continuent à percevoir 195 000 francs. Lorsque eux nous disent qu'on aurait donné 2 millions de dollars pour les frais de fonctionnement, ça c'est Tchilegelou qui le dit, c'est faux. Il faut savoir que les enseignants, le gestionnaire des établissements, continuent à percevoir 94 000 francs le mois en termes de fonctionnement. Et je vous informe ici, dans mon territoire, dans mon groupement, ils ont fait, depuis le début de l'année, ils n'ont rien perçu. C'est quoi le territoire? Bokat Ingende comme territoire, secteur Bokatola, groupement Lifumba. Ils n'ont rien perçu. Rien du tout. Même pas décret, ils n'ont rien perçu. Ce qui veut dire qu'on vous vend du vent. Posons la question, s'il y a amélioration des conditions de vie, s'il y a quand même amélioration, posons la question aux Congolais. Parce que s'il y a amélioration, on n'a pas besoin de passer à la télé et les dire. Tout le monde va les constater. Allez demander aux policiers, la dernière fois qu'ils ont reçu les tenues, c'était en quelle année? Allez demander aux militaires, la dernière fois qu'ils ont reçu les dotations, c'était en quelle année? Demandez aux fonctionnaires, les agents publics de l'État, la dernière fois qu'ils ont constaté qu'effectivement ils avaient un pouvoir d'achat, c'était en quelle année? Il n'y a pas d'amélioration, mais il y a des gens aujourd'hui qui souffrent déjà d'une obésité financière, justement parce qu'ils considèrent que le pays leur appartenait. Non. Voilà pourquoi je réitère mon appel. Peuple congolais, vous n'êtes pas obligé de vivre dans cette promiscuité. Vous n'êtes pas obligé de vivre cette situation catastrophique. Il faut que le peuple se prenne en charge. Tout ce que vous voyez là comme députés, ils sont déjà en plein dedans. Aujourd'hui, ce qui s'est fait dans ce pays, c'est quand même catastrophique. Si Papa Molière vous dit, M. Félix Tshisekedi toucherait dans le 800, non, Papa Molière. Attention, ça c'est la base. M. Félix Tshisekedi va avoisiner le 2 millions de dollars. Le mois. M. Félix Tshisekedi a une dotation pour toute sa famille. C'est nous qui achetons ses chaussettes. C'est nous qui achetons tout ce qu'il y a comme soulage. Toutes les dépenses liées à sa vie et à celles de membres de sa famille, c'est nous qui prenons en charge. Il y a des détournements de fonds au niveau de la maison civile. On en a parlé il y a bien longtemps. Fort malheureusement, il n'y a personne qui a été jugé et condamné. Ce qui veut dire que ce que nous donnons à nos institutions, ça ne correspond pas à nos réalités. Essayons de faire des calculs simples. Un président français touche moins qu'un député national. Pour qu'un président français puisse avoir l'argent que l'on donne à M. Félix Tshisekedi en termes de rémunération, il doit faire 2 mandats. Non, Mende a dit qu'un député français touche 5 quelques mille. Non, il a commis une erreur. Mende c'est un criminologue. Il a commis une erreur, je comprends. Il a pris la sommation de la dépense liée au fonctionnement de l'institution et divisé par le nombre de députés. Et fort malheureusement, ce n'est pas 517, mais c'est plutôt 577 députés. Lorsque vous faites ces calculs-là, ça vous dégage le coût d'un député par an. Attention, M. Mende, vous ajoutez là, au-delà de la rémunération, vous ajoutez le frais de fonctionnement de toute l'institution et la dotation parlementaire. Ce n'est pas comme ça qu'on calcule la rémunération. Le calcul de la rémunération se fait sur base de la loi de finances. Lorsque vous ne savez pas faire cela, il faut apprendre à vous taire. Très bien. Allez. Réaction, la situation du Congolais est pire. Hein. En tout cas, le tableau peint par Bolodjoa, la situation est catastrophique. Il demande même à la population vraiment de conjuguer Félix Tshisekedi au passé. Non, d'abord... Il nous reste quelques minutes. Oui, je sais. Mais écoute, mon frère, il y a ce que tu ne connais pas existe. C'est important. Ce que tu ne maîtrises pas existe. Le député national Lambert Mende, quand il vous dit qu'un député en France avoisine 100 000 $, ce n'est pas un mensonge. Je veux vous dire d'ailleurs, le budget, s'il vous plaît. Vous parlez de la présidence Tshisekedi qui aurait consommé 250 millions l'an. Voyez-vous? 800 000 le jour. Est-ce que vous savez
combien la Maison Blanche coûte aux Américains? Voilà. S'il te plaît. Non, je sais pourquoi je fais cette réflexion. Oui, S'il oui. te plaît. La Maison Blanche coûte 30 milliards aux Américains. Par Le 30 milliards, ce n'est pas les salaires du président ou de personnel. Ça veut dire que quand nous sommes dans une institution qu'on appelle président de la République, chez nous, l'argent qu'on cite là, ce n'est pas l'argent qu'un président prend et met dans sa poche. L'institution président représente la nation. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de jeu. Quand je vous parle des 30 milliards en Amérique, vous comprenez que le président Biden ne touche pas 1 milliard de dollars. Voyez-vous, il n'en touche même pas 5 millions. Mais c'est un budget qui est là pour permettre à l'institution de fonctionner avec tout le prestige que la fonction regorge. Et d'ailleurs, nous sommes là à 200 millions ou à 150 millions. L'idéal, c'est que nous devons devenir un grand pays avec de grands enjeux. Il fallait aussi de grandes dépenses. Nous ne sommes pas en train d'encourager qu'on fasse des dépenses exorbitantes, mais j'ai dit que par rapport à la fonction, par rapport à l'utilité de ce qu'on doit faire dans un État, il y a des dépenses qui s'engagent. Vous voyez? Vous allez en Russie, vous trouverez la même chose. Alors, on est en train de suppiter sur qu'est-ce qu'il touche. Celui-là, qu'est-ce qu'il touche? Non. Vous parlez du salaire, par exemple, de députés nationaux. C'est quoi un bulletin de paye? C'est une notion encore primaire. Demandez à tout le monde qui travaille. Dans les bulletins de paye, on reprend tout. Les salaires de base, les rémunérations, les charges, les allocations familiales et tout. Vrai ou faux? Ceux qui nous suivent et qui travaillent dans des banques, qui travaillent dans des sociétés privées, para-étatiques ou quoi que ce soit, ils savent que c'est dans un bulletin de paye qu'on reprend toutes les charges et qu'on dégage le net à payer, en partant de la base jusque-là. C'est pourquoi moi je vous oppose le bulletin de paye du député national. Ce bulletin de paye est là. Vous dites qu'il faut amener des preuves pour justifier que ce n'est pas 21 000. Mais on vous apporte le bulletin de paie, vous dites non, il n'y a pas que le bulletin de paie, il y a quelque chose d'autre. Est-ce que c'est à nous de cesser ces autres choses ou c'est à vous qui dites que c'est 21 000? Vous les confirmez, de prouver à la population, vous journalistes, vous êtes là, voilà en dehors de 16 millions. Regardez ça, j'ai pris hier. Ça, j'ai pris ceci, cela. Attention, ça aura avancé le débat. Excusez que j'avais fait la publicité. D'accord. Voyez-vous? Donc, c'est chimérique. Et je comprends, mon frère. Il est un peu propagandiste. Il est populiste. Il a besoin, vous voyez, un peu emballer l'opinion. Mais on n'emballe pas l'opinion avec des mensonges. Il ment. C'est des mensonges cousus, d'ailleurs, de fil blanc. Et puis, quand même on parle, il dit, écoutez, aujourd'hui, le dollar est à 21. Il confirme, il dit, on nous a vanté les réserves d'échange et tout. Non. Ce que nous devons comprendre, c'est que le volume des importations actuelles avec la crise sur le carburant a amené notre État, effectivement, à faire de grosses dépenses. Ça veut dire que nous avons, au même moment qu'on avait besoin des importations, qui doivent non seulement constituer notre réserve, mais nous permettre d'avancer, eh bien, il y a eu un secousse. C'est un secousse qui est inhérent à la vie habituelle des finances. Et d'ailleurs, la Banque centrale a dit que c'est une situation conjoncturelle qui est arrivée, qui va se réparer un peu rapidement. Nous avons connu cette décadence aussi en début de mandat, parce que vous savez que les caisses, avant que les autres aussi partent, c'est des choses qu'on ne va pas répéter. Ils ont saigné les trésors publics. Il y a eu un déséquilibre qui s'est fait observer jusqu'à ce qu'on a stabilisé le franc congolais. Voyez-vous? Donc, c'est des efforts. Vous posez la question, mais où est-ce qu'on a affecté cet argent? Quand on donne 30% à chaque fonctionnaire, ça veut dire qu'il y a eu d'argent quelque part qu'on est en train de payer. OK? Quand vous allez dans tous les services publics de l'État, vous trouvez que les gens sont partis de 220 000 francs à 700 000 francs congolais
Quel département? Ça veut dire, je vous parle des greffiers de justice. Je vous parle de personnel, s'il vous plaît. Je vous parle, je n'ai pas bien je vous parle de personnel du ministère de l'ESU. 700 combien? Je vous parle du journal officiel. Je vous parle de toutes les entreprises publiques presque, dont la grille salariale a été revue, soit par 2 ou 3 fois. Ça veut dire que cet argent qu'on a mobilisé, cet argent est effectivement en train d'être affecté dans des secteurs. Mais nous ne sommes pas satisfaits, mon frère. Je peux te rassurer que nous avons tellement du travail à faire, tellement de secteurs à relever, que même nous-mêmes, nous ne sommes pas encore convaincus qu'on a fait quelque chose. Mais parce qu'on doit être sincère avec notre population, c'est de dire que par rapport à ce que nous avons trouvé et par rapport à ce que nous avons fait, on est largement au-dessus de la moyenne. Ça veut dire, par exemple, j'ai toujours donné cet exemple. Hier, je l'ai dit. Regardez les discours du président Tshisekedi quand il était candidat président de la République. Il avait promis 86 milliards de dollars de budget étalé sur 10 ans. Si vous faites une moyenne arithmétique, vous arrivez à 8 milliards 500 millions par an de budget qu'il devrait mobiliser. Aujourd'hui, au lieu de 8 milliards, il peut mobiliser 14 milliards. Est-ce que par rapport à sa promesse de campagne, est-ce qu'il n'est pas au-dessus de ce qu'il avait promis? Ah bon? C'est des questions qu'on doit se poser et répondre. Très bien, très bien. Deux, je continue. Pourquoi c'est très bien? C'est un mensonge. Pourquoi? Où est-ce qu'on a affecté l'argent? Mais écoutez, quand 4 millions d'enfants rentrent à l'école, De la gratuité. s'il vous plaît, quand 4 millions d'enfants rentrent sur le chemin de l'école, Ah bon? quand on engage 100 000 nouvelles unités, 100 000 nouvelles unités, à qui on donne de matricule, on donne de salaire et de primes? Dans le secteur de l'enseignement, on a fait à 70%. Je crois que ça doit être 74 000. Depuis que vous êtes là. NU, ouais, depuis que nous sommes là. Depuis que nous sommes Vous avez recruté. 74 nouvelles unités. Ça veut dire que c'est des gens qui vivaient un peu de l'aide parce qu'ils n'étaient pas payés par l'État congolais. Voyez-vous? 74 000 personnes aujourd'hui mécanisées, payées à la banque avec de primes. Vous allez vous poser la question d'où est-ce que cet argent est venu? C'est de l'argent mobilisé. Très bien. Non, s'il vous plaît, je suis en train de continuer. On fait signe. Ouais, on est en train de finir, nous tous. Voyez-vous? C'est de l'argent mobilisé. On va encore se poser des questions sur le frais de fonctionnement. Si votre école que vous citez est une école viable, acceptée ou en convention avec la République, là, on dira peut-être que c'est parmi les problèmes léger qu'on est en train de résoudre. Mais si votre école, n'a pas été identifiée comme telle, parce qu'il y a des écoles privées, il ne faut pas quand même que vous puissiez faire croire à notre population que l'État donne le fonctionnement à toutes les écoles qui existent. Pas du tout. Il y a des écoles qui bénéficient et du fonctionnement et de la prise en charge des enseignants par l'État. Et il y en a des écoles que quelqu'un a créées dans votre village, ça peut être votre grand-père, s'il a créé, il doit faire un processus de faire accepter son école pour que cette dernière bénéficie de tout le privilège que les autres écoles bénéficient. Et ça, ce n'est pas le problème de Tshilombo que tu cites. Non, je ne l'ai jamais appelé Tshilombo. Voilà. 2 minutes, on termine. C'est quand même surprenant de voir le degré de courage qu'affiche notre ami. Vous dites que ce sont des écoles, vous pensez que ce sont des écoles privées. EP Willy Bakonga, créé en 2020 par arrêté ministériel de M. Willy Bakonga Willima. Vous pensez que c'est vraiment une école privée qui est créée par arrêté ministériel? Voyez-vous? C'est-à-dire que vous ne connaissez même pas le problème congolais. Chers amis, au lieu de prendre les avions pour aller à l'étranger, faites un tour dans vos territoires. Ce sont vos écoles à vous, les écoles créées. Non, les écoles créées par vous. Non, mais attendez. Vous avez trouvé 600 000 enseignants. Vous nous avez ramené à 718 000. Vous nous dites ici, vous avez pu régulariser la situation de 60 combien? 64 000 enseignants. Ça reste combien? 78.
Oui, 78. Ces chiffres sont chimériques. Non, mais effectivement, sont chimériques, effectivement, parce que vous êtes une gouvernance de la honte. Non, mais ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Ce sont vos ministres à vous. Ce sont vos ministres à vous. Moi, je n'ai que vos statistiques. Je n'ai pas débuté d'autres statistiques. Non, mais peut-être vous n'êtes pas informé. Allez voir votre ministre, c'est lui qui a donné ces statistiques. Vous avez dit que vous avez trouvé 44 000 écoles, on est à 67 000 écoles. Ouais. Vous aurez pu créer 23 000 écoles. Ce qui veut dire que toutes ces écoles-là sont enregistrées, elles marchent dans le budget de l'État. Ouais. Vous connaissez le nombre d'enseignants. Dites-nous, vous avez combien d'enseignants aujourd'hui? Combien d'enseignants prestent et qui ne sont pas payés? Comme ça, on aura une base de raisonnement. Non, mais c'est pourquoi nous vous disons que nous avons pris 100 000 dans l'ensemble de la fonction publique et 74 000 du côté enseignant. Il y a combien d'enseignants qui prestent mais qui ne marchent pas dans le budget de l'État? Vous n'avez aucune idée. Il y a un travail à faire. Ça veut dire que nous continuons. Vous voulez me dire, vous voulez me dire, non, attendez, vous voulez me dire que mes beaux-frères de KBAK Mwanga, qui sont dans des écoles, doivent attendre vos fantasmes à vous avant que les enseignants ne soient payés. Comment pouvez-vous expliquer? Vous avez trouvé un mécanisme qui fonctionnait avec difficulté. Vous brisez l'élan. Vous amenez ce que vous appelez réforme. Aujourd'hui, vous ne connaissez même pas le nombre de victimes de vos décisions. Et vous trouvez ça sérieux? Qui ne connaît pas le nombre? Non, mais dites-nous, donnez-nous le nombre d'enseignants qui ne marchent pas dans le budget. Je comprends maintenant. Non, il faut comprendre. Moi, j'ai été formé. Et je suis vrai dans ce que j'ai dit. Vous êtes formé et fort malheureusement, vous vous laissez dans ces militantismes béants. Cher ami, le pays va très mal. Ne venez pas ici pour nous dire que les choses évoluent alors que personne ne voit. Vous nous dites que les greffiers touchaient dans les 200 et quelques mille. D'ailleurs, 57 000. Ils avaient 57 000. Aujourd'hui, il est dans les 700 000. 700 000 francs. Chers greffiers, ceux qui sont enregistrés et payés. Ouais. Il y a des greffiers qui ne sont pas enregistrés. Il y en a qui se disent greffiers, mais ils ne le sont pas. Ils ne prestent pas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas identifiés par la fonction publique. Non, ça veut dire qu'ils ne travaillent pas de numéro matricule. Vous parlez de quelle fonction publique? Vous parlez de quelle fonction publique? Moi, j'ai vu un projet d'ordonnance qui sera prise par votre M. Félix Sekedi. Il y a des directeurs, des chefs de bureau qui seront promus comme directeurs. Avec enjambement. Moi, j'ai le dossier en main. Chef de bureau. Chef de bureau, la direction d'audit et contrôle de gestion, ministère des Finances. Ok. Soyons sérieux. Vous ne savez même pas, vous ne connaissez pas. Ils seront. Non, ce n'est pas il est directeur. Il sera confirmé par ordonnance. Vous ne savez même pas comment on devient directeur. Voilà pourquoi j'ai dit, ces pouvoirs cancérogènes ne méritent pas notre confiance. C'est quand même aberrant d'apprendre ici que le fait seulement qu'on a augmenté les dépenses en international, l'État congolais n'est pas en mesure de soutenir la monnaie. Non, c'est pas. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit le fait qu'on a augmenté les dépenses liées au carburant, c'est ce qui justifie la dépréciation de la monnaie. On parle du franc congolais. Tu as compris ce que tu as compris, c'est pas grave. Non, mais si vous ne comprenez pas, comment voulez-vous qu'on vous comprenne? Faites un effort de faire comprendre ce que vous comprenez à M. Félix Sekedi, parce que c'est lui qui est à la base du problème. Merci beaucoup. Déjà, Paulette Kemoto voulait me donner un coup ici, fidèles téléspectateurs, parce que on doit clôturer l'émission pour qu'il y a tout juste après nous Paulette qui va enregistrer. Elle va probablement m'étrangler après cette émission. Mais il était quand même important que la régie nous laisse un peu de temps qu'il nous a accordé encore pour que nous puissions chuter avec les invités, parce que le débat était houleux. C'est ça, l'éclosion de la démocratie. On réfléchira à toi. On a débordé de, je crois, 10-15 minutes, mais ça en valait la peine pour vous servir, fidèles téléspectateurs. Et autant de fois, si les invités sont disponibles, parce que depuis un certain temps, les invités deviennent un peu indispo, ça ne fait pas bon. Si les invités, ce n'est pas moi, fidèles téléspectateurs, lorsque vous m'appelez et me demandez d'inviter des gens, je l'ai dit sur le plateau, ce n'est pas moi. Lorsque vous me dites, appelez Bolodjoa, appelez Kabasele, je m'exécute. Quand vous ne le voyez pas sur le plateau, c'est les régimes. Il ne faut pas dire que c'est moi. Donc je les accuse sur le plateau, je les invite. Vous avez insisté Kabasele la semaine passée, je ne l'ai pas eu. Vous m'avez dérangé tout le week-end, je l'ai vu. Bolodjoa, même hier tard la nuit, quelqu'un encore m'a dit, si je ne vois pas Bolodjoa, je ne vais plus sur ta chaîne. Dites-leur, comme vous le voyez, que Peter a dit qu'il vous appelle. Fumutoto, vous avez demandé, je l'ai appelé, il sera avec nous demain. Le co-débatteur, envoyez-moi le co-débatteur de Fumutoto. Je vais le mettre en face du co-débatteur. De point de temps, c'est vous qui décidez. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Abonnez-vous massivement
On m'a fait la remarque, que je ne le dis pas assez souvent. YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. L'interactivité me fait énormément plaisir. Très nombreux à nous suivre. YouTube, Peter Tiani, RDC.tv. Abonnez-vous. Au-delà des émissions de débat et des émissions où je reçois les gens, nous revenons avec Instant Tiani qui va revenir où on va communiquer avec vous de manière assez permanente. J'ai pris la remarque de nos amis de Hollande. Vous dites que je ne suis pas très présent seul. Je vais m'arranger. Cette télévision, aujourd'hui, il faut entendre le téléspectateur, c'est important. Nous qui avons fait aussi des études de marketing, le produit répond à un besoin. Donc, si vous nous soumettez des besoins, nous sommes des machines pour répondre à ce besoin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.